Tout de suite, on va revenir sur cette actualité, cette information qui nous a été révélée hier soir via la publication d'un communiqué officiel. Le ton monte entre le Maroc et le secrétaire général des Nations Unies après ces récents dérapages verbaux sur le Sahara marocain. Alors lundi déjà à New York, la poignée de main entre ce dernier et notre ministre de la Coopération et des Affaires étrangères n'était pas des plus amicales. Après cette rencontre, le Maroc a réitéré que les propos de Ben Ki-moon étaient inadmissibles. Le gouvernement a d'ailleurs décidé plusieurs mesures immédiates, dont notamment celle d'arrêter le financement de la MINURSO. Développement avec vous, Naïma. Et dans un communiqué, vous l'avez dit Donia, au ton ferme et on ne peut plus clair, la diplomatie marocaine annonce une série de mesures sans précédent qui interviennent quelques heures à peine après la sortie publique de Ban Ki-moon qui avait déclaré être furieux contre la manifestation du 13 mars. Dans ce communiqué, le Maroc prévient, je cite, de la réduction significative dans les jours qui viennent d'une grande partie de la composante civile et tout particulièrement du segment politique de la MINURSO, l'annulation de la contribution volontaire qu'accorde le Maroc au fonctionnement de la MINURSO et enfin l'examen des modalités de retrait des contingents marocains engagés dans les opérations de maintien de la paix. Le Royaume se réserve également le droit de recourir à d'autres mesures qu'il pourrait être amené à prendre. Le communiqué revient aussi sur la rencontre lundi entre Saladin Mezouer et Ban Ki-moon durant laquelle le ministre des Affaires étrangères a fait part au secrétaire général des Nations Unies de la dénonciation ferme et du rejet total par le Royaume du Maroc de ses propos inadmissibles et de ses actions condamnables au sujet de la question du Sahara marocain lors de sa récente visite en Algérie. On rappelle que Ban Ki-moon avait utilisé le mot « occupation ». L'utilisation de ce terme qualifié d'insulte envers le peuple marocain est considérée par le Maroc comme une ineptie juridique et une erreur politique grave. Des mots qui figurent également dans le communiqué, qui précise aussi qu'aucune résolution du Conseil de sécurité n'a utilisé une telle terminologie. Le communiqué de la diplomatie marocaine se penche aussi sur l'évocation par le patron de l'ONU d'un référendum pour la résolution du conflit du Sahara, une solution que le Maroc considère comme balayée par l'histoire. Enfin, à propos du communiqué publié par les Nations Unies suite à cette rencontre entre les deux hommes, le Maroc le qualifie de nouvel outrage au peuple marocain. La diplomatie marocaine s'interroge aussi sur les capacités de Ban Ki-moon, je cite, « Comment peut-on, à ce niveau de responsabilité, réduire l'Organisation des Nations Unies à l'affect personnel du secrétaire général ?» L'actualité en débat, 7h30, 10h, les matins luxe. Et le Maroc vient d'annoncer des mesures drastiques après les récents dérapages verbaux de Ben Ki-moon sur le Sahara marocain. Rodan Fadel, un communiqué, on l'a dit, on ne peut plus clair, on le voit, et là, à situation exceptionnelle, engagement exceptionnel, on est ici ce matin pour réaffirmer également notre engagement et notre soutien à ces décisions qui viennent d'être prises par le Maroc, car il s'agit évidemment de défendre notre souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Rodan Fadel, vous, quel est votre sentiment à l'heure actuelle ? Alors, j'ai deux réactions. D'une part, il ne s'agit pas simplement de dérapages verbaux autour du mot occupation, qui est un mot blessant, humiliant. Parfois, les insultes sont pires que les agressions physiques. Il y a des injures qui vous font plus de mal qu'un coup de poing à la figure. C'était ce qu'avait dit aussi Zinedine Zidane quand il avait été agressé verbalement par Materazzi. Je pense que aujourd'hui, c'est l'ensemble du peuple marocain qui se sent agressé dans son honneur, dans son intégrité, dans sa dignité, par des propos, mais pas simplement par des propos. Parce que au-delà des dérapages verbaux, il y a eu des comportements. Face à un drapeau de la pseudo-raste, il y a eu des gestes amicaux à l'endroit des séparatistes, il y a eu le V de la victoire, oui. Il y a eu beaucoup de choses. Donc il ne s'agit pas simplement d'un malencontreux, comme ils le disent, malentendu sur un propos. Il s'agit d'un certain nombre de faits convergents, de comportements et de déclarations qui sont attentatoires à la dignité du peuple marocain et à notre intégrité territoriale. En ce sens, la réaction du peuple marocain et son droit légitime à manifester, à montrer sa colère, est à mon avis une réponse légitime et proportionnée. Mais tout cela intervient dans un contexte plus global où effectivement il y avait eu un émissaire du secrétaire général des Nations Unies, en l'occurrence monsieur Christopher Ross, qui était plutôt partial dans le traitement et dans son approche de ce conflit artificiellement créé par l'Algérie notamment. Mais je voudrais, en ce moment extrêmement solennel, apporter
en mon nom personnel et au nom de tous les Marocains, je le pense, notre soutien total à notre diplomatie, qui longtemps a été parfois critiquée injustement, parfois justement, mais qui fait preuve en ce moment extrêmement important d'une réponse appropriée et extrêmement donc proportionnée et juste et ferme à cette agression qui est commise à l'endroit du Maroc tout entier. Donc, ce que je retiens, c'est que M. Ban Ki-moon n'a pas corrigé ses propos, ne les a pas atténués, il a simplement parlé de malentendus, et qu'il a voulu, si vous voulez, dans une espèce de réaction considérant que la meilleure défense c'est l'attaque, a voulu jeter le discrédit sur le peuple marocain et le gouvernement marocain qui n'a fait que répondre à une agression. Alors il parle de déception et colère, mais donc, il dit être pris pour cible personnellement. Et ça, c'est un peu paradoxal comme système de défense, parce qu'il dit qu'il a eu une réaction personnelle lors de sa visite dans les camps de Tidouf. Et là, il accuse les Marocains de le prendre à partie personnellement. Il n'a pas à avoir de réaction personnelle, il a à avoir des réactions en tant que secrétaire général des Nations Unies. Et s'il prend des réactions et des positions personnelles, il doit s'attendre à être pris pour cible personnellement. Et donc ce système de défense ne passe pas. Il a parlé de manque de respect pour lui et l'ONU. C'est faux et c'est fallacieux. Nous avons effectivement une réaction ferme à l'endroit de son discours, de son comportement, et nous sommes respectueux à la fois des résolutions prises tout au long de l'histoire et de l'histoire la plus récente, et nous sommes respectueux de l'Organisation des Nations Unies. Je vous rappelle que nous sommes l'un des pays les plus actifs en matière de maintien de la paix en Afrique, oui, avec plus de 1600 personnes, 1600 militaires et civils mis à disposition du Maroc dans de nombreux conflits, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo. Donc M. Ban Ki-moon ne nous donnera pas de leçons en la matière. Mais on reviendra, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, bien sûr. Il faudrait revenir aussi sur la déclaration commune maroco-russe qui soutient la position marocaine et qui parle de précipitation, etc. Mais il y a tellement de choses à dire. Moi, je vais être bavard sur ce sujet. Oui, on l'espère. En tout cas, on va y revenir. Mais un point important, juste un point important. Oui, j'appelle les Marocains à former le soutien le plus total à notre diplomatie. Fini les petites querelles et les petits mots. Je crois qu'il faut être unis dans ce moment solennel. Avoir une position unanime, voilà, effectivement. Exactement. Alors, Talal Shakir, au niveau de ces dernières décisions, on le rappelle, réduction significative de la MINURSO et le retrait des casques bleus des opérations de maintien de la paix. Redouane l'a dit, des casques bleus qui sont nombreux, marocains, dans plusieurs points chauds de la planète. Ce sont des mesures exceptionnelles qui représentent une réponse à la hauteur des outrages et des provocations du patron de l'ONU. Tout à fait. Si M. Ban Ki-moon est déçu et en colère, le peuple marocain il est blessé et atteint. Et je pense que ce monsieur devrait feuilleter les livres d'histoire et lire et savoir de quoi est constitué l'ADN, comme le rappelle Driss qu'on salue, de notre pays. C'est un pays de paix, c'est un pays qui, avec ses voisins, a toujours été plutôt dans la conciliation. Au plus haut sommet de la difficulté avec l'Algérie, le roi du Maroc, Hassan II, effectivement, conviait les responsables algériens pour un dialogue. Oui. Nous sommes des gens de dialogue. À l'époque, Shimon Peres est arrivé où les tensions internationales avec Israël étaient culminées. Il a été reçu au palais. Au Sénégal également. Les conflits en Libye aujourd'hui. Donc le Maroc a toujours été une terre de paix, une terre où se croisaient, où se réunissaient les sommets arabes, les sommets africains à l'époque. Donc M. Ban Ki-moon devrait savoir ça. Nous ne sommes pas un pays belliqueux, loin de là. Et aujourd'hui, je crois que c'est l'une des premières fois où je ressens effectivement une colère véritable qui provient de la diplomatie marocaine, qu'on soutient et que je soutiens à mon tour avec nos collègues. Eh bien, c'est que là, c'est très grave. Le Maroc ne veut plus entendre parler de ce type de maintien de paix, parce que le Maroc est présent au niveau de la RDC, il est présent au niveau du Mali, du Cameroun avec les casques bleus, et il contribue volontairement, bien entendu. Moi, bien sûr, moi j'ai été à Laayoune il y a 6 mois. On voit bien le confort dans lequel vivent les gens de la MINURSO, justement. Ils sont choyés, ils sont bien accueillis, alors que dans d'autres pays, ils sont dans des camps et des tentes artificielles. Là, ils sont dans des hôtels.
faut bien le rappeler, c'est une contribution de respect, de dignité. Monsieur Ban Ki-moon devrait le savoir. Donc voilà, je pense que quand on est blessé, la réaction est normale. Aujourd'hui, beaucoup moins de financement par rapport à la MINURSO qui normalement devrait partir. Le vendredi et lundi autour de la table, nous avions tous évoqué la question de la MINURSO qui est née en 91 pour l'objectif d'un référendum. Le référendum est balayé par le Maroc. Il y a plus de raison d'être. Il est caduc et il est sans objet. 25 ans après, il faut rappeler que ça fait 25 ans qu'il loge tranquillement à Laayoune. Je pense qu'il est le moment aussi de penser à partir et à autre chose. Il n'y a pas de guerre. C'est une zone qui se développe. C'est une zone qui est financée, qui est même surfinancée, je peux vous l'assurer, et que Monsieur Ban Ki-moon devrait se documenter avant de s'investir et surtout de faire ce qu'il a fait. Moi, quand je réfléchis à tête reposée, sans émotion, le mot occupation, lever de la victoire, l'inclinaison face à un drapeau d'un pays qui n'existe pas, eh bien, c'est plus que de l'erreur, c'est plus que de la provocation. Et en plus, il renchérit quand il rentre à New York. Il n'envoie pas de communiqué d'excuses ou en tout cas de rappelant. Il s'est dit furieux. Il continue. Et en plus, il accuse les hommes politiques marocains, ministres, d'avoir participé à la manifestation. Mais enfin, on marche sur la tête. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, je pense que c'est important. Et je vous renvoie aussi à la poignée de main glaciale qu'il y a eu justement lundi entre Salahdin Meswal et Ban Ki-moon. Tout à fait. C'est vrai que est-ce que c'est à la hauteur d'un diplomate qu'un Ban Ki-moon? Écoutez, tout à fait. Moi, je pense que ce monsieur est en fin de mandat et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a été mijoté derrière tout cela. On ne le sait pas aujourd'hui en tout cas. Est-ce qu'il a vraiment pris position? Parce que là, il met en difficulté aussi l'ONU, parce que le Maroc a été l'un des pays qui a été le plus actif au niveau de l'ONU. Il y a eu quand même beaucoup de travaux qui ont été faits. Nous avons beaucoup de représentations de l'ONU, de leurs institutions, les liens avec d'autres secrétaires d'État, que ce soit Kofi Annan, que ce soit Feu Boutros-Ghali, que soit d'autres secrétaires généraux, ont été toujours bien accueillis. Et puis, à l'époque où le dossier du Sahara marocain était à son apogée, les liens ont toujours été respectueux. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt de la provocation, et c'est une vraie provocation qui blesse les Marocains. Mélanie Freixigli. Alors, pour le coup, évidemment, autour de la table, je suis la seule à ne pas être marocaine. Donc, du coup, mon point de vue est forcément reçu peut-être différemment. Et en tout cas, il a nécessité à s'exprimer légèrement différemment. Le Maroc a, depuis quelques années déjà, et ça avait commencé avec un moment qui m'avait mis encore plus, beaucoup plus mal à l'aise qu'aujourd'hui, c'était le moment où finalement le Maroc avait rompu l'accord de pêche avec l'Europe, et puis ensuite s'était fâché avec la France. Tous ces moments-là ont démontré que le Maroc se positionnait au niveau diplomatique avec beaucoup plus de fermeté, de manière à ce qu'on reconnaisse sa dignité d'État, finalement, de nation importante dans la région, et qui ne peut plus être simplement traité finalement comme un ex-pays colonisé et que l'on regarde avec la bienveillance de dominants culturels. C'est quelque chose qui est admirable à observer pour quelqu'un comme moi. C'est une des raisons pour laquelle vivre au Maroc, pour moi, est un choix qui est renouvelé tous les jours. Et dans des circonstances comme celle d'hier, où en l'occurrence, effectivement, on voit ce communiqué du gouvernement marocain à l'encontre de Ban Ki-moon et de cette décision. Quand on voit finalement les accords conclus avec la Russie aussi, parce qu'il va falloir en parler, le communiqué conjoint entre la Russie et le Maroc, qui a été fait hier également, justement, réaffirmant le soutien à un multipolarisme, à effectivement des Nations Unies qui seraient dans leur rôle, aux solutions préconisées par le Conseil de sécurité, qui n'ont plus rien à voir avec celles qu'évoquait Ban Ki-moon et ainsi de suite. Quand on voit ça, c'est le moment où concrètement on peut se poser la question, lorsqu'on est étrangère, comme moi, dans ce pays, de ce que l'on fait. Et au quotidien, je suis assez heureuse et fière de pouvoir habiter ce pays et de pouvoir m'y exprimer. Donc, sur cette question qui mobilise tous les Marocains, qui les blesse et qui me concerne a priori moins, de manière tout à fait volontaire, personnelle, et sans que ça ait beaucoup d'impact d'ailleurs sur aucune situation quelconque, je suis assez contente de me tenir auprès de vous et de condamner les propos de Ban Ki-moon et de soutenir la solution du Maroc unifié, avec son intégrité territoriale, du nord au sud, comprenant le Sahara marocain. De Tanger à la Guéra. Exactement. Driss Jaidan, les provocations, vient de le dire Mélanie Freixigli, elles se suivent, elles se multiplient ces dernières semaines. Qu'est-ce qu'il faut y voir et on vient de le dire, c'est plus une question de diplomatie marocaine qui pêche ou qui n'est pas assez offensive, comme on a souvent pu le dire à l'antenne. Ça va bien au-delà maintenant aujourd'hui. Vous savez, moi je souscris à tout ce qui a été dit et je ne vais pas donc répéter les propos de mes camarades.
il y a des propos qui, ce genre de propos, lorsqu'ils sont tenus à une tribune, lorsque ça devient de la parole publique, des propos j'allais dire, quand même, d'une telle outrance, suppose un arrière-fond et un arrière-plan, nécessairement. De cet arrière-fond et de cet arrière-plan, nous ne pouvons dire que deux choses. Soit ils sont le fait d'une négociation entre l'intéressé et des forces probablement occultes, en tout cas qui ne sont pas des forces, je dis occultes au sens où ce ne sont pas des forces qui sont visibles à une tribune. Hein. À partir de là, ça suppose qu'il y a une volonté de déstabilisation, clairement, il faut le dire. D'où ça vient? Ça vient de gens qui ont peut-être intérêt, au fond, sur le temps long, à ce que, justement, l'idée de régime change ou l'idée de modification majeure, d'un point de vue de la géopolitique de notre pays et de la région, se fasse telle qu'ils ont décidé ou telle qu'ils aimeraient bien qu'elle se fasse. Donc ça, c'est un scénario. Deuxième scénario, vous savez, on le disait la dernière fois, l'homme est corruptible, l'homme est faillible. Ce ne sont pas des propos qui sont tenus en début de mandat, ce sont des propos qui sont tenus en fin de mandat. Donc nous aurons dans quelques mois l'occasion de voir quel parachute doré s'ouvrira et qui verra l'intéressé atterrir délicatement dans ses nouvelles fonctions. Là, pour le moment, moi, j'ai pas de données. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mes deux pistes de réflexion, c'est ça. Je vais vous dire franchement, je préfère l'option du parachute doré. Parce que là, ce sera de la médiocrité amenée à son terme. C'est une vieille histoire. On a déjà vu ça des milliers de fois. Et ce serait plutôt rassurant. Ça voudrait dire, ça y est, on a compris à qui on avait affaire. Et ce serait moins grave que... Mais moi, je pense que les deux sont coexistants. Hein. Oui, mais... Parce qu'un gros chèque ne suffit pas à le justifier, à mon sens. Bien sûr. Mais de toute façon, c'est pour ça que je disais pas gros chèque. Je disais parachute doré. Le chèque est toujours là, malheureusement. Donc il faut se poser la question justement dans la mesure où effectivement il y a malheureusement des forces pour lesquelles, et on le voit déjà, 25 ou 30 ans de chaos, au fond, ce n'est pas grand-chose. Donc nous devons conserver notre philosophie, notre éthique, prendre la parole fermement, dire qui nous sommes, d'où nous venons. Ce pays n'a pas été construit par les volontés des uns et des autres. Il existe, il y a de l'État depuis des siècles, il y a de l'archive, il y a de l'histoire, il y a de l'administration, il y a de la diplomatie. C'est quand même de ce pays que des gens sont partis aussi. Ce pays a été l'un des premiers à dire que l'Amérique indépendante était une grande et belle nation. Ce pays a des liens avec la Russie depuis le XVIIIe siècle. Il y a des documents qui certifient que le roi Mohammed III avait envoyé des émissaires à Catherine II. Donc c'est un pays qui a de la diplomatie depuis longtemps. Il y a des voyageurs marocains qui ont porté la parole du Maroc, qui ont écrit des rapports sur ce que c'est que d'aller vers les autres. Donc nous avons cette culture de l'altérité. Nous avons une histoire avec les autres. Nous ne sommes pas une espèce de petite formation venue de nulle part. Et de ce point de vue-là, et les nations le savent. Donc, il y a une question qu'il faut poser. Qui a intérêt à ce que le Maroc aille mal, à désagréger les choses? Il faut véritablement faire un travail à ce niveau-là, mais faire un travail conséquent. Pas simplement un travail qui serait empreint de colère, juste colère, mais un travail conséquent. Parce que ce pays est un pays d'histoire, c'est un pays d'État, c'est un pays de légitimité, c'est un pays, je le répète, qui a des ambassadeurs depuis longtemps. Hein, il suffit de lire, il y a des textes passionnants. C'est un pays où il y a de la confluence. C'est un pays où il y a trois religions qui se sont parlées, où des civilisations se sont rejoints. Donc probablement que les gens qui n'aiment pas le Maroc n'aiment pas tout cela. Ils n'aiment pas cela. Ils n'aiment pas l'État, ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas la légitimité, ils n'aiment pas la confluence. Ils n'aiment pas l'idée qu'un pays n'ait pas été dessiné par la volonté de Monsieur Sykes-Picot, par exemple. Donc le Maroc, ce n'est pas ça. Donc le Maroc, nous avons un royaume qui l'est, avec des dynasties. Nous connaissons le nom de tous nos rois depuis le début, des fondateurs de ce pays. Donc à un moment donné, il faut réagir aussi en cela et dire aussi aux Marocains, aux jeunes Marocains, il faut leur rappeler cela et leur dire que c'est bien, évidemment, de se lever, de marcher, de dire, de contester, de s'indigner. Mais à un moment donné, nous avons aussi un travail qui suppose que soit diffusé
ce que j'appelais la dernière fois un abrégé, c'est-à-dire que chaque Marocain possède chez lui l'histoire de ce que c'est que le Sahara marocain, l'histoire du Maroc, l'histoire des relations avec les provinces du Sud, l'histoire de tout ce qui fait que nous sommes chez nous, et que chaque Marocain soit en mesure de reprendre fait et cause aussi avec la culture nécessaire, avec l'histoire nécessaire, qu'ils connaissent le droit, qu'ils sachent que c'est que l'arrêt de la Cour internationale de 1975, que tout cela ce soit quelque chose qui soit imprimé et qu'on le donne aux jeunes Marocains, aux jeunes générations, qui évidemment y vont avec le cœur c'est important, mais il faut aussi y aller avec le savoir et avec la connaissance. Alors juste un point, en fin d'année dernière, un certain nombre de journaux d'éditoriaux pointaient du doigt le fait que Ban Ki-moon n'avait pas été l'homme de la situation à son poste et qu'il ne laissera pas, c'est les mots qui sont utilisés, un souvenir inoubliable et qu'il n'était pas de la trempe de Kofi Annan par exemple. Et il s'interrogeait sur le fait que le secrétariat général des Nations Unies nécessitait la nomination d'un véritable general manager, c'est-à-dire aussi un homme multilingue capable de conduire des négociations, de respecter les fondements de la Charte des Nations Unies, d'être un habile diplomate à la fois engagé et respectueux des positions des partis. Donc il y avait un certain nombre d'articles qui le montraient. Ensuite, sur la position actuelle de Ban Ki-moon, c'est clair qu'il y a sûrement... ce n'est pas des erreurs de langage, ce n'est pas des chutes dans les mots, c'est vraiment des discours et des comportements calculés. Alors qui est derrière cela ? Bon, on peut supputer effectivement. Je rappelle qu'au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, la position de la Grande-Bretagne est très ambiguë et à l'endroit du Maroc, pour ne pas dire plus. Donc les États-Unis, c'est un peu plus difficile. Je crois que les États-Unis nous soutiennent, même s'il y a des forces collatérales, notamment au sein du Parti démocrate, au sein de la Fondation Kennedy, qui tentent de nous faire des croche-pieds. Mais il est clair qu'aujourd'hui, à mon avis, Ban Ki-moon a essayé de se dédouaner et de se libérer d'une certaine emprise américaine. On dit qu'effectivement, il aurait été aussi porté à son poste du fait de pression américaine. Mais les Américains ont eux-mêmes des problèmes avec lui, puisqu'à plusieurs reprises, il s'est opposé, il a condamné la position américaine sur la Syrie et approuvé plutôt la position de Poutine. Donc il y a une espèce de jeu trouble de Ban Ki-moon. D'autant qu'il est censé promouvoir la paix. Oui, il est censé en plus, Exactement. et non, mais pas simplement la paix, il est censé respecter le sens, la lettre et l'esprit des résolutions. Et des résolutions prises au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, et il se doit d'être respectueux de la Charte des Nations Unies. S'agissant d'un conflit qui dure depuis longtemps, il se doit être impartial, neutre, c'est là aussi l'importance de sa fonction. D'ailleurs, on reviendra sur la déclaration maroco-russe qui est assez intéressante à ce sujet. Puisque les Russes réitèrent... On peut y revenir tout de suite. Voilà. On peut revenir tout de suite. Alors, les Russes donc soutiennent la position du Maroc. Globalement, ils disent qu'on se doit de promouvoir une solution politique mutuellement acceptable, conforme aux principes et aux objectifs de la Charte des Nations Unies. Et ils rejettent, donc les Russes rejettent les tentatives d'accélération ou de précipitation. La précipitation, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ils rejettent toute sortie des paramètres des résolutions actuelles. C'est-à-dire que le cadre dans lequel... écoutez, c'est un soutien de poids. On sait que, d'une part, la Russie est un membre influent du Conseil de sécurité de l'ONU, et le fait qu'il y ait une déclaration officielle dans ce sens conforte la position marocaine. On sait que l'Espagne s'est prononcée, même si elle ne fait pas partie du Conseil de sécurité de l'ONU. La France, mais je reviendrai sur ce qui a été dit par Mélanie, la France soutient indéfectible du Maroc. Absolument. Et s'il y a eu des tensions par le passé, ce n'était pas des tensions qui avaient trait à l'affaire du Sahara marocain, mais des affaires judiciaires. Voilà. Donc la brouille marocaine, elle avait ses tenants, et franco-marocaine, elle avait été ses tenants et aboutissants. Mais sur le plan du Sahara marocain, un des soutiens les plus forts, si ce n'est le soutien le plus fort, continu, permanent, c'est quand même le soutien de la France, quels que soient les présidents qui se sont succédés.
les États-Unis, pour ma part, effectivement, il y a une position officielle et on l'a vu à travers un certain nombre d'accords, etc., qui est manifestement en faveur du Maroc. Il y a eu des tentatives à travers l'insertion du volet droits de l'homme dans une résolution de l'ONU, et ça a été très mal pris par Rabat, et ça c'est fort légitimement. Il serait fort à propos que, de manière officielle, le secrétariat d'État américain se positionne plus clairement. Alors, juste une Mélanie toute veut réagir petite, très rapidement, puis Talal, on vous donne la parole. Une toute petite réaction très rapide. Oui, non, évidemment que la France a toujours soutenu la posture. D'ailleurs, dès qu'il y a eu la première déclaration de Ban Ki-moon, la France a réagi tout de suite en redonnant un communiqué de presse sur cette question. Heureusement. Non, mon intervention tout à l'heure n'était pas par rapport au fait que la France n'ait pas soutenu la position marocaine, parce qu'en effet c'était le cas, mais par rapport au fait que, en tant que Française habitant au Maroc, et en plus amenée à m'exprimer sur un média marocain, certaines crises diplomatiques ou certains moments forts de diplomatie marocaine de ces dernières années, je trouve réellement que son développement est admirable. En termes de stratégie, c'est vraiment assez magnifique. Pouvaient me mettre mal à l'aise, et d'entre eux, l'un des pires avait été la crise entre la France et le Maroc, puisqu'évidemment ça me déchirait dans mes loyautés. Mais concrètement, sur cette question du Sahara marocain, par contre, j'ai pas ce souci-là de loyauté du tout. Après, j'aurais d'autres réactions, mais là, pour le coup, je laisse Talal d'abord le faire. Shakir. Oui, effectivement. Je pense quelle suite va être donnée, d'après vous, on peut imaginer, à ces premières décisions du Maroc? Écoutez, l'ONU est une institution qui est respectée, mais ses résolutions ne le sont pas, ou le sont moins. Il faut bien le savoir. C'est une institution qui s'est affaiblie avec le temps, et où les résolutions, on peut les compter, elles sont respectées bon an mal an, et souvent c'est pas le cas. Donc, je pense que là, il faut adopter, et je crois que c'est une bonne position, une structure beaucoup plus charismatique, et c'est important d'avoir comme soutien un président comme Poutine, qui lui sait faire par rapport à certaines questions très sensibles. Les décisions de l'ONU, ainsi que toute l'armada de la politique internationale, il connaît bien, et son soutien est important. Et on l'avait rappelé vendredi dernier que le Maroc devait couvrir les capitales mondiales. Il faut qu'on soit dans une diplomatie active, et c'est justement ce qui a été entamé. Il faut parler aux responsables politiques, il faut leur expliquer, et il faut qu'on soit bien sûr appuyé par des nations qui sont fortes, comme la France, comme la Russie. Bientôt, probablement, on verra bien si la Chine aussi appuiera le dossier. C'est important de le faire et de le dire, parce que c'est vrai que même quand on dit que les États-Unis appuient le dossier du Maroc, mais les États-Unis, ce sont les États-Unis, et c'est pluriel. Il y a plusieurs tendances, il y a des lobbies, il y a un certain nombre d'éléments qu'on ne maîtrise pas très bien, donc c'est assez complexe. Mais avoir avec clarté l'appui d'une nation est un point favorable. Deuxième point, vous savez, Lamine Urso, quand j'y reviens rapidement, c'est pas son premier dérapage. Il y a aussi la question de la vidéo avec le responsable égyptien qui a été filmé en train de donner des consignes à un jeune de Tindouf, justement pour comment faire valoir ses droits dans une situation effectivement délictueuse. Il a été rappelé. Donc attention, Lamine Urso n'a pas été que d'un apport positif au Maroc. Il y a aussi quelques points à relever. Troisième point, je voudrais que dans le parallèle de cette diplomatie active et très active, il faut qu'on se dise que nous devons une formation. C'est important de le rappeler. Il y a un devoir de mémoire, parce que 75, ça fait maintenant 40 ans que cette histoire effectivement a débuté. Les jeunes aujourd'hui ont entre 30 et 35 ans, ils n'ont pas connu la marche verte. Il faut maintenant leur apprendre. C'est pour ça que la formation, l'histoire est importante, l'éducation. Quand il y a une mobilisation, c'est très bien. Bien sûr que c'était hyper important de voir autant de couleurs rouge et verte le dimanche, mais c'est important aussi que nous soyons aussi des diplomates en herbe, c'est-à-dire que tout le monde soit capable de porter la parole et de bien la porter. On a pu voir que malheureusement beaucoup de nos concitoyens ne maîtrisaient pas très bien le dossier, alors qu'ils sont potentiellement bons quand ils reçoivent des amis de l'étranger, quand ils reçoivent des touristes. Parler de la question du Sahara et bien l'argumenter est un point important. Donc tout le monde est diplomate. Notre système éducatif doit savoir rappeler l'histoire du Maroc et la réécrire, parce que elle est écrite, elle est relativement ancienne et puis peu séduisante pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il faut la dynamiser, la réactiver et la former. Nous pourrons à partir de là avoir de la consistance, et même quand on parle aux médias, quand on parle
dans des débats, quand on s'adresse à d'autres personnes, on a une force de conviction. Et c'est très important. Donc, pour conclure mon propos, l'appui de la Russie est indéniable. Il est très important. Je crois qu'il y a des choses qui changent. Je pense qu'il faut hausser le ton et c'est ce qui a été fait. Le Maroc a été un pays, tout le temps, il a toujours été un pays d'écoute, de défense aussi. N'oubliez pas que nous avons un mur de près de plusieurs milliers de kilomètres de mur de défense. Il n'y a jamais eu d'attaque, sinon la riposte. Effectivement, je crois que tous les ingrédients d'un pays tranquille sont là. Honnêtement, et Ban Ki-moon qui occulte en plus les liens avérés entre le Polisario et les terroristes et les djihadistes. Sur cette affaire. Oui, tout à fait. Non, mais bon, il commet beaucoup d'erreurs, je dirais, de compétences, de stratégie, de lecture politique, juridique aussi. Non, mais je pense qu'il est arrivé en visite privée presque quelque part. Il n'est pas arrivé avec une casquette de secrétaire général des Nations Unies. Mélanie Frédéric-Sigli et un tout dernier mot ensuite de Renan Fadel et puis on terminera. Oui, très rapidement, je pense qu'en effet, vous avez dit tout à l'heure et vous aviez raison que finalement quand Ban Ki-moon agit de cette manière-là, il va à l'encontre de la mission des Nations Unies qui est de maintenir la paix et effectivement ça pourrait provoquer de graves conflits, des déclarations de cet ordre. Donc c'est effectivement très problématique. Dans l'esprit encore plus que dans la lettre, au final, il contrevient à sa mission. C'est une évidence. Au-delà de ça, la question qui se pose et que Driss a posée, qui veut la peau de Roger Rabbit, finalement, qui a intérêt à cette affaire, est la même question que celle que pose Redouane quand il dit, au final, il faudrait qu'il y ait une communication plus ferme des États-Unis. Parce qu'on le sait, au final, que la Grande-Bretagne, dans ce genre de questions, a souvent un alignement atlantiste qui peut lui servir, qui peut lui permettre d'ailleurs, et a été utilisé dans d'autres fois, à servir de cinquième colonne en avancée. Et on se souvient l'an dernier de déclarations de sénateurs américains également sur la question du Sahara qui avait été d'une virulence outrageeuse. Donc on le sait qu'aux États-Unis il y a des opposants très très nets, très très fermes. Et concrètement, qui aurait en plus ça justifie d'autant plus le positionnement extrêmement clair. Le communiqué de presse russe là était extrêmement clair quand il dit au final nous soutenons les Nations Unies qui sont les garants d'un multipolarisme effectif, on est bien en train de dire globalement c'est fini les cocos de décider tout seul dans votre coin d'une manière unilatérale. Le monde est multipolaire et chacun doit y trouver sa place. Il est évident que la Russie, là aussi, est en opposition, à mon avis, dans le cadre de la philosophie qu'elle a déjà développée, expliquant déjà depuis plusieurs mois qu'elle est pour elle en retour de guerre froide. Donc, à mon sens, il y a quand même cette dimension-là qui n'est... Bon, alors évidemment, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça me paraît une hypothèse tout à fait crédible. Alors, non, mais les Nations Unies, lorsque Obama a demandé le départ de Bachar al-Assad, les Nations Unies ont soutenu plutôt la vision de Poutine. Donc, les Nations Unies sont le garant d'un certain multilatéralisme. Et ça, c'est clair. Et pour la Russie, il constitue un axe très important de ce multilatéralisme, puisque, effectivement, dans un contexte d'impérialisme américain souvent condamné, un certain nombre de pays, que ce soit au sein des BRICS ou au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, appelaient à un rôle renforcé de cette organisation. Ce qui va être important dans les prochains mois, c'est qu'à partir du 12 avril, me semble, jusqu'au 14, vont démarrer les candidatures, la présentation des candidatures pour donc le remplacement de Monsieur Ban Ki-moon, qui peut se représenter pour un troisième mandat, mais vu son âge et vu la coutume de cette institution, visiblement, il ne se représentera pas. Et vu le bilan catastrophique sur plusieurs dossiers. Exactement. On n'a pas le temps d'y revenir, mais. Alors, ce qui va être important, c'est que, rappelons que le secrétaire général des Nations Unies est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité, c'est-à-dire les 5 membres actuels, qui ont un droit de veto. Donc, on devra s'assurer qu'effectivement, la personne qui sera nommée en lieu et place de ce triste monsieur sera effectivement le gage d'une certaine impartialité et d'un traitement neutre de cette affaire et des autres. Et l'article 100 de la Charte des Nations Unies rappelle le devoir d'indépendance à l'égard des pays et à l'égard de toute organisation que se doit